Mon frère a dit à mes enfants que le Père Noël les ignorait car il était fauché, offrant une montagne de cadeaux à son fils. Mon enfant a pleuré. La veille de Noël, ma vengeance a fait sortir tout le voisinage. Ma famille avait dit à mes enfants que le Père Noël ignorait les petits extras fauchés comme eux, alors qu'il donnait au fils de mon frère une montagne de cadeaux coûteux. Mon enfant a pleuré pendant tout le trajet de retour. La veille de Noël, je me suis rendu chez eux avec quelque chose qui a fait sortir tous les voisins. Le sourire de ma mère a disparu avant même qu'elle n'ouvre la porte. Le sac cadeau a touché le sol avant que la main de ma fille n'ait fini de l'ouvrir. Du papier de soie de magasin à 1 euro. Un paquet de marqueurs de marque générique avec un manquant, un livre de coloriage à la reliure pliée qui avait déjà été colorié sur les 6 premières pages. Et à l'extérieur du sac, de l'écriture de ma mère au marqueur noir, 2 mots, extra 1. Le sac de mon fils, Théo, était le même. Livre de coloriage plié de magasin à 1 euro, une seule canne en sucre scotché sur le côté avec du ruban adhésif. Extra 2, sur le devant. De l'autre côté du salon, le fils de mon frère Bastien, Pierre, était assis dans un canyon de papier cadeau, un drone dans une boîte de la taille d'une petite télévision, une tablette dans un étui en cuir, un camion télécommandé avec une station de recharge. 4 autres boîtes encore emballées. Ma mère était à genoux à côté de Pierre, l'aidant à décoller le ruban adhésif de la boîte du drone. Mon père, Henri, était dans son fauteuil inclinable, tenant un verre de quelque chose de sombre, regardant la scène comme un homme regarde un match de football sur lequel il a déjà parié. Léa avait 8 ans. Elle a regardé le sac. Elle a regardé le marqueur. Elle a regardé la pile de pierres. Elle n'a rien dit pendant 4 longues secondes. Et ces 4 secondes ont été les plus longues de ma vie car je l'ai vu essayer de donner un sens à tout cela dans un cerveau qui croyait encore au Père Noël. Puis elle a dit très doucement, « Papa, pourquoi le Père Noël nous a-t-il ignorés ?» Ma mère a répondu avant que je ne puisse le faire. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas tourné la tête. Elle l'a dit de la même manière qu'elle disait la plupart des pires choses qu'elle ait jamais dites, c'est-à-dire de côté, tout en faisant autre chose. Ayant déjà fini la phrase avant qu'elle ne quitte sa bouche. Parce que le Père Noël sait quels enfants appartiennent à cette famille et lesquels ne sont que des extras que leur père traîne. Pierre est un Dubois. Ta mère est partie et ton père répare des chaudières pour vivre. Le Père Noël ne gaspille pas de vrais cadeaux pour des petits extras fauchés. L'épouse de Bastien, Sophie, avait une coupe de champagne à la main. Elle a pris une gorgée. Elle n'a pas levé les yeux. Mon père a ajusté le repose-pied de son fauteuil inclinable. Pierre a déchiré le coin d'une autre boîte. Théo avait 6 ans. Il n'a pas compris ce qui avait été dit. Il a compris les sacs. Il a compris que Pierre avait un drone et qu'il avait une canne en sucre scotché à un sac de magasin à 1 euro, le nom de sa mère décédée n'étant nulle part, et un numéro là où son nom aurait dû être. Léa a posé le sac sur le tapis très délicatement. De la manière dont elle pose les choses qu'elle ne veut pas casser. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient pleins et son menton faisait ce qu'il fait juste avant de trembler. Elle n'a pas pleuré dans le salon. Elle a attendu que nous soyons dans le camion. J'ai porté Théo sur ma hanche jusqu'à l'allée. J'ai tenu la main de Léa avec ma main libre. Je n'ai pas dit un mot à quiconque dans cette maison. Je les ai tous les deux attachés. Je me suis mis au volant. Je suis parti de l'allée de la rue des Ormes à 15h47 l'après-midi du 23 décembre. Et Léa a commencé à pleurer avant que je n'atteigne le panneau stop au bout du pâté de maison. Elle a pleuré pendant les 22 minutes de trajet jusqu'à notre appartement sur l'allée des Bouleaux. Elle ne faisait pas de bruit fort. Elle faisait les bruits qu'un enfant fait quand il essaie de ne pas pleurer et ne peut pas s'arrêter. Des bruits calmes, brisés, humides. Théo s'est endormi la tête contre la vitre. Léa a tiré le manteau rouge de Chloé du crochet derrière le siège passager et l'a enroulé autour d'elle comme elle le fait toujours quand elle a besoin de sa mère et que sa mère n'est pas là. Le manteau de laine rouge de Chloé. Elle le portait chaque Noël pendant 8 ans. Elle l'avait acheté le premier hiver où nous étions mariés dans une friperie sur la rue Saint-Martin-Est pour 11 euros. Et elle l'a porté jusqu'à ce qu'il sente son shampoing et son café et la lotion à la lavande qu'elle mettait sur ses mains avant de se coucher. Chloé est morte il y a 26 mois. Le manteau est toujours accroché au crochet près de la porte d'entrée. Léa y enfouit son visage quand elle rentre de l'école les jours difficiles. Théo ne fait pas ça. Il ne se souvient pas de ce que ça sentait. C'est un autre genre de perte.
J'ai regardé Léa dans le rétroviseur, le manteau rouge relevé jusqu'au menton, les yeux fermés, les larmes coulant toujours sur les côtés de son visage dans le col. J'ai failli faire demi-tour. J'ai failli retourner dans cette maison et dire toutes les phrases que j'avais accumulées dans ma poitrine depuis mes 19 ans. Je ne l'ai pas fait. J'ai continué à rouler parce que ce que j'avais accumulé cette semaine-là n'était pas des phrases. C'était autre chose. J'installe des systèmes de chauffage et de climatisation pour vivre. Je le fais depuis 14 ans. Je suis certifié, agréé par l'État, assuré, et je possède une petite entreprise appelée Système Climatique du Bois qui gère 3 camions et emploie 2 techniciens à plein temps et un répartiteur à temps partiel qui travaille depuis sa cuisine à Clermont-Ferrand. Je m'appelle Antoine. J'ai 38 ans. Je vis dans un appartement de 2 chambres sur l'allée des Bouleaux avec ma fille et mon fils et un manteau de laine rouge qui appartient à une femme qui ne reviendra pas le porter. Je suis bon dans ce que je fais. Je peux entrer dans une maison et entendre un compresseur à 3 pièces de distance et vous dire si c'est un condensateur, une fuite de réfrigérant, ou une plaque de défilement défaillante. Je peux estimer la taille d'une chaudière pour un ranch de 150 mètres carrés dans ma tête pendant que je mange un sandwich. Je ne fais pas de publicité. Je reçois du travail par des recommandations. Mes avis sont impeccables. Ma licence n'a jamais eu de plainte. Il y a 3 ans, j'ai installé un système CVC complet dans la maison de mes parents sur la rue des Ormes. Chaudière à gaz à 2 étages, condenseur de 3 tonnes, nouveau conduit dans le vide sanitaire, thermostat intelligent, humidificateur pour toute la maison, 34 000 € en main-d'œuvre et matériaux. Je ne leur ai rien facturé. J'ai fait le travail le week-end pendant 6 semaines. Marc, mon technicien principal, m'a aidé à installer les conduites. J'ai aussi rénové leur cuisine l'année précédente. Nouveau placard, plan de travail, crédence, évier sous plan, broyeur d'évier, 22 000 €. Je ne leur ai rien facturé non plus. 56 000 € de travail que j'ai donné à mes parents parce que c'était mes parents. Et parce que Chloé, avant de tomber malade, avait dit « ils vieillissent. Antoine, arrange leur maison. C'est la bonne chose à faire. » Chloé disait toujours la bonne chose. Elle a aussi toujours cru que mes parents étaient meilleurs qu'ils ne l'étaient parce que Chloé croyait cela de tout le monde. Et c'était la chose à propos de Chloé qui était à la fois la meilleure et la plus coûteuse. Mes parents ont dit au reste de la famille que Bastien avait payé la rénovation. Tout. Le CVC, la cuisine. Le nom de Bastien était ce qu'ils utilisaient à Thanksgiving, à Pâques, à chaque réunion de famille pendant 3 ans. Bastien s'est occupé de nous. C'est Bastien qui intervient. J'ai découvert cela il y a 11 jours par ma cousine Sylvie, qui l'a mentionné à une station-service alors que je faisais le plein de mon camion de travail. Elle a dit, « Bastien a vraiment fait du bon travail dans la cuisine de tes parents. » J'ai dit, « Bastien. » Elle a dit, « Oui, ta mère l'a dit à tout le monde à Pâques. » Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste fini de faire le plein d'essence et je suis allé à mon prochain appel. C'était le 12 décembre. 5 jours plus tard, le 17 décembre, j'ai reçu un message vocal sur ma ligne professionnelle d'une femme nommée Denise Bernard. Elle a dit qu'elle était enquêteur en sinistre pour Assurance Patrimoine du Centre. Elle a dit qu'elle menait un suivi de routine sur une demande de dommages des eaux déposée 14 mois auparavant par Henri et Geneviève Dubois à l'adresse de la rue des Ormes. Elle a dit que la demande listait Système Climatique du Bois, numéro de licence CVC 417, comme entrepreneur de réparation. Elle a dit que le paiement avait été de 23 400 €. Elle a dit qu'elle avait besoin de vérifier l'étendue des travaux. Je n'avais jamais entendu parler de cette demande. Je n'avais jamais effectué de travaux de réparation pour des dommages des eaux à cette maison. Je n'avais jamais autorisé mon numéro de licence sur un document d'assurance déposé par mes parents ou quiconque. J'ai rappelé Denise le lendemain matin. J'ai rappelé Denise et cet appel téléphonique a ouvert une porte que je n'ai pas pu refermer depuis. Denise Bernard était précise. Elle parlait comme les experts en sinistre, c'est-à-dire avec prudence, avec des dates attachées à chaque phrase. Elle a dit que la demande avait été déposée le 14 octobre de l'année précédente. Elle a dit que le demandeur était Geneviève Dubois. Elle a dit que les dommages listés étaient une rupture de tuyau dans le vide sanitaire qui avait causé une inondation du sous-plancher et nécessité le remplacement complet des conduits de CVC. Elle a dit que la facture de réparation jointe à la demande était sur papier à en-tête de Système Climatique du Bois avec mon numéro de licence, mon numéro de certification EPA, et une signature qui n'était pas la mienne.
Je lui ai demandé de m'envoyer une copie de la facture. Elle l'a fait. Je l'ai ouverte sur mon ordinateur portable à ma table de cuisine à 21h15 le soir pendant que Léa dormait dans sa chambre et que Théo dormait dans la sienne et que le manteau de Chloé était accroché au crochet près de la porte, captant la lumière du couloir. La facture était un faux. Le papier en tête était proche, mais le numéro de téléphone était erroné d'un chiffre. La signature était une version de mon nom écrite par quelqu'un qui avait vu ma signature, mais n'avait jamais tenu ma main. Ma mère m'avait vu signer des dizaines de documents au fil des ans. Elle m'avait aidé avec ma première demande de prêt professionnel. Elle savait à quoi ressemblaient mon G et mon C. Et elle les avait presque bien faits. Presque est le mot qui compte. 23 400 €. Payé par Assurance Patrimoine du centre à Geneviève-du-Bois pour une rupture de tuyau qui n'a jamais eu lieu. Réparé par un entrepreneur qui n'a jamais été appelé. Documenté sur une facture qui n'a jamais été écrite. Ma mère avait utilisé mon identité professionnelle pour commettre une fraude à l'assurance. Je n'ai pas appelé ma mère ce soir-là. J'ai failli le faire. J'ai décroché le téléphone 3 fois. La 3e fois, je l'ai tenu assez longtemps pour que l'écran s'éteigne dans ma main. Puis je l'ai reposé et j'ai affiché le site web de l'évaluateur du comté sur mon ordinateur portable à la place. C'est là que j'ai trouvé la ligne de crédit hypothécaire. Mes parents avaient contracté une ligne de crédit hypothécaire de 140 000 € garantie par la valeur estimée de la maison de la rue des Ormes. L'évaluation avait été faite 6 mois après que j'ai terminé l'installation du système CVC. La valeur d'amélioration estimée listait 2 éléments. Nouveau système CVC estimé à 34 000 € et rénovation complète de la cuisine estimée à 22 000 €. Mon travail, ma main-d'œuvre, mes matériaux, leur capital. L'historique des tirages de la ligne de crédit hypothécaire montrait 9 versements sur 22 mois. Chacun d'eux est allé au même compte. Je n'ai pas eu besoin de tracer le compte pour savoir à qui il appartenait. Le bar de Bastien, le comptoir des Collines, avait ouvert il y a 14 mois dans un centre commercial sur la Nationale 7. Bastien avait dit à la famille qu'il avait des investisseurs. L'investisseur était une ligne de crédit hypothécaire construite sur un travail que j'avais fait gratuitement. Le bar de Bastien échouait. Je le savais parce que la femme de Marquis était allée 2 fois et avait dit à chaque fois que la cuisine était fermée et que la barmaid était l'épouse de Bastien, Sophie, qui ne boit pas et ne sait pas servir une bière pression 103 cm de mousse. Le bar perdait de l'argent. La ligne de crédit hypothécaire le nourrissait. Et le capital qui garantissait la ligne de crédit hypothécaire était ma sueur, mon cuivre, mes conduits, et mes week-ends. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant longtemps. Puis j'ai ouvert un autre dossier. Celui-ci, je ne l'avais pas regardé depuis 25 mois. La police d'assurance vie de Chloé. 200 000 €. J'étais le bénéficiaire principal. Quand Chloé est morte, j'ai reçu 120 000 €. J'avais toujours supposé que les 80 000 € restants étaient allés dans une fiducie pour l'éducation de Léa et Théo. Ma mère avait proposé d'aider avec les papiers parce que je ne dormais pas et je ne mangeais pas et je ne pouvais pas tenir un stylo sans que mes mains ne tremblent si fort que la ligne ressemblait à un sismographe. Je l'avais laissé faire. J'avais signé ce qu'elle avait mis devant moi. Je n'avais pas lu chaque page. La fiducie était administrée par Geneviève-du-Bois. La fiducie avait reçu une distribution de 80 000 € de l'assureur. La fiducie avait un solde actuel de 4 112 €. 75 888 € avaient été déboursés sur 20 mois en virement vers le même compte qui avait reçu les fonds de la ligne de crédit hypothécaire. Le bar de Bastien. Ma mère avait pris 80 000 € de la police d'assurance de ma femme décédée, de l'argent qui était censé éduquer mes enfants, et elle l'avait versé dans un bar en faillite sur la Nationale 7 qui ne pouvait pas garder sa cuisine ouverte. Elle avait fait cela tout en appelant mes enfants des « extras ». Elle avait fait cela en écrivant « extra 1 » et « extra 2 » sur des sacs de magasin à 1 € au marqueur l'après-midi du 23 décembre. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé le manteau sur le crochet. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai appelé Marc. Marc a décroché à la 2e sonnerie parce que Marc décroche toujours à la 2e sonnerie. J'ai dit, j'ai besoin que tu sois là avec le plateau à 5224, rue des Ormes demain à 14 h. Marc a dit, c'est la maison de tes parents. J'ai dit, oui. Marc a dit, qu'est-ce qu'on enlève? J'ai dit, tout ce que j'ai installé.
Marc est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a dit, j'aurai le bras de grue sur le plateau avant midi. Joyeux Noël, patron. Il a raccroché. Le matin du 24 décembre, je me suis réveillé à 5h15. Léa était déjà réveillée. Elle était assise sur le canapé dans le manteau rouge de Chloé avec un bol de céréales sur ses genoux, regardant un dessin animé avec le volume très bas pour ne pas réveiller Théo. Elle m'a regardé quand je suis entré dans le salon. Elle n'a pas demandé où j'allais. Elle a appris à ne pas me poser de questions qui me feraient mentir parce que je ne lui ai jamais menti et elle protège cela comme un enfant protège quelque chose qu'il ne peut pas remplacer. J'ai appelé Paul Duval à 6h30. Paul a 71 ans. C'est un ancien monteur de tuyaux à la retraite. Il a vécu en face de mes parents sur la rue des Ormes depuis avant ma naissance. Quand j'avais 11 ans, Paul m'a appris à souder un joint en cuivre dans son garage. Quand j'avais 17 ans, Paul a écrit une lettre de recommandation pour mon premier emploi. Quand Chloé est morte, Paul a déblayé mon allée tous les matins pendant 19 jours d'affilée. Il n'a jamais frappé. Il n'est jamais entré. Il laissait une thermos de café noir sur le pas de la porte tous les matins à 5h40 avec le bouchon déjà desserré parce qu'il savait que mes mains tremblaient trop fort pour l'ouvrir. Le 19e matin, j'ai ouvert la porte alors qu'il était encore sur le chemin. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Il a juste hoché la tête et a continué à marcher de l'autre côté de la rue. C'est le genre d'homme qu'est Paul. Il ne dit pas les choses. Il les fait et il se souvient de tout. J'ai dit à Paul ce que je faisais. Il a dit, je serai sur mon Porsche. C'est tout ce qu'il a dit. À 14h07 l'après-midi du 24 décembre, j'ai garé la camionnette système climatique du bois sur la rue des Ormes. Marc était derrière moi dans le plateau avec le bras de grue replié. Ma répartitrice était restée chez elle avec sa famille. Il n'y avait que Marc et moi. La camionnette avait le nom de mon entreprise sur les panneaux latéraux en lettres bleues foncées. Le plateau avait mon numéro de licence au pochoir sur le haillon. Le quartier était calme, comme les quartiers sont calmes l'après-midi de la veille de Noël. Lumière et fenêtres, voitures et allées. Un homme 3 maisons plus loin accrochait une dernière guirlande lumineuse à sa gouttière. Une femme de l'autre côté de la rue chargeait des cadeaux emballés de son coffre dans sa porte d'entrée. Paul était sur son Porsche dans son manteau avec une tasse d'où s'échappait de la vapeur. J'ai garé la camionnette devant l'allée de mes parents. Marc a reculé le plateau sur l'herbe à côté de la maison où le condenseur repose sur son socle en béton. Le bras de grue a fait un bruit hydraulique quand Marc a commencé à le déployer. Ce son porte. Dans une rue calme, un après-midi tranquille, ce son porte sur 3 maisons dans toutes les directions. L'homme avec les lumières a arrêté de les accrocher. Il est descendu de son échelle un échelon à la fois et s'est tenu sur son allée à regarder. La femme avec les cadeaux a posé sa dernière boîte sur son Porsche et n'est pas rentrée. 2 maisons plus loin, une porte de garage s'est ouverte et un adolescent est sorti tenant un ballon de basket et ne l'a pas fait rebondir. Il est juste resté là. Les rideaux du salon de ma mère ont bougé. J'ai vu son visage dans l'ouverture. Je l'ai vu voir la camionnette. Je l'ai vu lire les lettres sur le côté, les lettres qui épellent le nom de mon entreprise, l'entreprise qu'elle avait utilisée pour commettre une fraude à l'assurance 14 mois auparavant. Son visage est resté dans l'ouverture pendant 6 longues secondes. Puis les rideaux se sont fermés. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est sortie dans son pull de Noël et ses pantoufles. Ses cheveux étaient coiffés. Son rouge à lèvres était mis. Elle s'attendait à des invités. Elle ne m'attendait pas. Antoine, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais déjà sur le côté de la maison avec une clé à douille, déconnectant les lignes de réfrigérant du condenseur. Je n'ai pas levé les yeux. Antoine, réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais à ma maison? Je retire le système CVC que j'ai installé. Ma voix était neutre. Le système est enregistré à Système climatique du bois. Il n'a jamais été vendu, transféré ou donné par écrit. J'ai le contrat d'installation original dans la camionnette. Le système est ma propriété. Je le récupère. Mon père est sorti derrière elle. Henri s'est tenu sur le Porsche, les mains dans les poches. Il a regardé Marc sur le plateau. Il a regardé le bras de grue. Il m'a regardé avec la clé. Mon fils, c'est la veille de Noël.
Tu ne vas pas démolir notre maison la veille de Noël parce que tes sentiments ont été blessés hier. Mes sentiments n'ont pas été blessés, papa. Mes enfants ont été appelés des extras par leur grand-mère alors qu'elle dépensait l'argent de l'assurance de leur mère décédée pour le bar de Bastien. L'homme 3 maisons plus loin a entendu cela. Je le sais parce qu'il a reculé d'un pas puis s'est complètement arrêté. La femme avec les cadeaux sur son porche a mis sa main sur sa bouche. Paul a pris une gorgée de sa tasse. La voix de ma mère a changé. Elle est passée du commandement à la menace en une seule respiration. Tu vas arrêter ça tout de suite. J'appellerai la police. Appelez-les. J'ai le contrat d'installation, l'enregistrement, et une lettre de mon avocat. Le système est à moi. La police vous dira la même chose. Mon père est descendu des marches du porche. Il a marché jusqu'où je travaillais. Il s'est tenu assez près pour que je sente le bourbon de son verre depuis le salon. Sa voix est devenue grave, comme elle le fait quand il pense que le volume équivaut à l'autorité. Tu vas détruire cette famille pour une chaudière. Je retire ma propriété d'une maison qui a été utilisée pour frauder mon assurance, ma ligne de crédit hypothécaire, ma licence professionnelle, et les enfants de ma femme décédée. Chloé aurait honte de toi. Je me suis arrêté. J'ai posé la clé sur le socle en béton. Je me suis levé. J'ai regardé mon père. Il était plus petit que moi de 7 centimètres. Il a toujours été plus petit que moi de 7 centimètres, et il ne l'a jamais reconnu une seule fois. Ne prononce pas son nom. Il n'a plus prononcé son nom. Marc avait positionné le bras de grue au-dessus de l'unité de toit. Le sifflement hydraulique a commencé. Le son était aigu et clair, et il a parcouru le pâté de maison comme une sirène. Ça n'arrêtait pas. Plus de portes se sont ouvertes. Plus de gens sont sortis. Une femme en tablier rouge s'est tenue sur sa pelouse, tenant un saladier. Un homme en sweat de sport est sorti, son téléphone déjà levé. La veille de Noël sur la rue des Ormes et le quartier regardait un homme retirer le chauffage de la maison de ses parents. Le camion de Bastien a tourné au coin de la rue à 14h31. Il s'est garé rapidement. Il est sorti avec sa veste ouverte et ses clés toujours à la main. Il a regardé le plateau. Il a regardé le condenseur déjà déconnecté et posé sur un chariot. Il a regardé moi. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Je reprends ce qui est à moi. Ce système fait partie de cette maison. Ce système est enregistré à ma compagnie et n'a jamais été transféré. Il ne fait pas partie de cette maison. C'est un inventaire que j'ai installé et que je n'ai pas vendu. Demande à ton avocat. En fait, demande au mien. La lettre de mise en demeure est dans la boîte aux lettres de ta mère. La bouche de Bastien s'est ouverte. Elle s'est refermée. Il a regardé Sophie, qui s'était garée derrière lui et était assise dans sa voiture, le moteur tournant et la vitre légèrement ouverte, et qui ne sortait pas. J'ai tendu la main dans la camionnette et j'ai sorti un dossier manille, pas épais, 6 pages. Je l'ai tendu à ma mère. Elle l'a pris parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. La page 1 est le contrat d'installation montrant que Système Climatique Dubois possède l'équipement CVC à cette adresse. La page 2 est une hypothèque légale que j'ai déposée ce matin pour 56 000 € couvrant le système et la rénovation de la cuisine que vous avez dit à la famille que Bastien avait payé. La page 3 est une demande formelle de 86 400 € pour les paiements hypothécaires que j'ai effectués sur cette maison au cours des 4 dernières années à 1 800 € par mois. La page 4 est une copie de la demande d'assurance frauduleuse que vous avez déposée auprès d'Assurance Patrimoine du Centre en utilisant mon numéro de licence, ma certification EPA, et une version contrefaite de ma signature. J'ai déjà parlé à leur enquêteur. Elle s'appelle Denise Bernard. Elle vous appellera après les vacances. La page 5 est un imprimé de la ligne de crédit hypothécaire que vous avez contractée sur la valeur d'amélioration que j'ai créée avec mes propres mains. 140 000 €. Tout cela tiré pour financer le bar de Bastien. Bastien a reculé d'un pas. Son talon a heurté le trottoir. Il n'est pas tombé, mais il a failli tomber. Et le « failli » était la partie que tout le monde dans la rue a vue. Ma mère tenait le dossier, mais elle ne le lisait pas. Elle me fixait. Son rouge à lèvres était parfait il y a 10 minutes. Il était toujours parfait, mais le visage en dessous avait changé. La page 6, ai-je dit, est un relevé du compte fiduciaire de la fiducie pour l'éducation des enfants du bois, financé par la police d'assurance vie de Chloé.
Solde initial 80 000 euros. Solde actuel 4 112 euros. 75 888 euros déboursés sur 20 mois en transfert vers le même compte qui a reçu vos tirages de lignes de crédit hypothécaire. Le bar de Bastien. Vous avez pris l'argent de l'assurance de ma femme décédée qui était censée envoyer ses enfants à l'université et vous l'avez versé dans un bar qui ne peut pas garder sa cuisine ouverte, et puis vous avez écrit « Extra » sur leur sac cadeau. La femme en tablier rouge de l'autre côté de la rue a baissé son saladier jusqu'à sa hanche. L'homme en sweat de sport a baissé son téléphone. Paul a posé sa tasse sur la rampe du Porsche et a mis ses 2 mains sur ses genoux. Les doigts de ma mère se sont crispés sur le dossier. Sa bouche a bougé, mais aucun son n'en est sorti. La main de mon père a agrippé la rampe du Porsche derrière lui. Bastien se tenait sur le trottoir, regardant le béton. J'ai dit, vous les avez appelés des extras, maman. Puis vous avez pris 80 000 euros de l'assurance de leur mère décédée et vous l'avez donné au bar de Bastien. 22 mots. Je ne les avais pas planifiés. Ils sont sortis plats et clairs et ils ont atterri comme une clé à molette atterrit sur un socle en béton quand vous en avez fini avec elle et vous la posez et vous ne la ramassez plus. Ma mère a tenté une dernière chose. Elle a mis sa main sur sa poitrine. Ses doigts se sont écartés sur sa clavicule. Ses genoux se sont pliés d'1/4 de centimètre. Elle a dit, Antoine, tu me donnes une crise cardiaque. Je n'arrive pas à respirer. Quelqu'un appelle une ambulance. Personne n'a bougé. Les voisins n'ont pas bougé. Marc n'a pas bougé. Bastien n'a pas bougé. Paul de l'autre côté de la rue a dit une phrase à personne en particulier, assez fort pour être entendue. Elle a fait la même chose à la fête de quartier en 2019 quand quelqu'un a posé des questions sur la clôture. La main de ma mère est descendue de sa poitrine. Ses genoux se sont redressés. La crise cardiaque était terminée. Elle avait duré 4 secondes. Je me suis tourné vers Marc. Finissons. L'unité de toit a été retirée à 14h58. La chaudière est sortie par le garage à 15h20. Le thermostat a été retiré du mur à 15h27. Marc a chargé la dernière pièce sur le plateau à 15h41. J'ai traversé la maison une dernière fois pour débrancher l'humidificateur et boucher la conduite de gaz. La maison refroidissait déjà. Le thermostat était parti, mais je pouvais le sentir dans l'air. Décembre en France. Avant minuit, l'intérieur serait en dessous de 7 degrés Celsius. Je suis sorti par la porte d'entrée. Ma mère était assise sur le pas du Porsche, pas debout, assise. Son pull de Noël avait un renne à paillettes sur le devant, et les paillettes captaient les dernières lueurs de l'après-midi. Mon père était à l'intérieur au téléphone. Je l'entendais à travers la contre-porte dire « Oui, un appel d'urgence pour le chauffage. J'ai besoin de quelqu'un ce soir. » C'est la veille de Noël. Il appelait des entreprises de CVC. La veille de Noël à Lyon, toutes les entreprises de CVC de la région Rhône-Alpes étaient fermées. Il le découvrirait après cet appel. Bastien et Sophie étaient partis. Le camion de Bastien était parti à 15h15 après que Bastien ait essayé de me dire une phrase et que je l'ai regardé et qu'il se soit arrêté. La phrase qu'il n'a pas fini commençait par « Antoine, tu dois comprendre », il ne l'a pas fini parce qu'il a vu sur mon visage que je n'avais rien à comprendre et que le moment de comprendre était le 23 décembre à 15h47 l'après-midi quand ma fille avait demandé pourquoi le Père Noël l'avait ignoré. Je suis monté dans la camionnette. Marc a suivi dans le plateau. Le bras de grue était replié. Le condenseur, la chaudière, l'unité de toit, l'humidificateur et le thermostat étaient tous sur le plateau, attachés et bâchés. 56 000 euros de mon travail à l'arrière d'un camion roulant vers l'est sur la rue des Ormes la veille de Noël. Pendant que les voisins regardaient depuis leurs allées et leurs porches et leurs fenêtres avant et ne faisaient pas un signe de la main à la maison que nous laissions derrière nous. Paul a levé sa tasse quand je suis passé. Un petit geste. C'était tout. Les 8 choses qui se sont produites au cours des 3 semaines suivantes ne sont pas des résumés. Ce sont des faits. La première chose a été le froid. Avant minuit la veille de Noël, la maison de la rue des Ormes était à 6 degrés Celsius à l'intérieur. Mon père avait appelé 11 entreprises de CVC. Toutes fermées. Il a appelé un plombier qui lui a dit d'acheter des chauffages d'appoint chez Carrefour. Le Carrefour de la rue du Moulin était ouvert jusqu'à 18h la veille de Noël. Il y est arrivé à 18h12. Fermé.
Il a conduit jusqu'à 3 stations-service. L'une d'elles avait un radiateur électrique unique pour 89 €. Il l'a acheté. Il a chauffé une pièce. Mes parents ont dormi dans le salon la veille de Noël sous 4 couvertures avec un radiateur à 89 € et la porte du four ouverte. Le four était au gaz. Les pompiers leur auraient dit de ne pas faire ça. Personne n'a appelé les pompiers. La deuxième chose a été l'hypothèque légale. L'hypothèque légale de 56 000 € a été déposée le 23 décembre, la veille du retrait. Elle était attachée à la propriété de la rue des Ormes. Lorsque la société hypothécaire a effectué sa vérification trimestrielle du titre en janvier, l'hypothèque légale est apparue. La société hypothécaire a envoyé une lettre. La lettre indiquait que l'hypothèque légale constituait une condition de défaut sur le prêt hypothécaire existant. La lettre indiquait qu'ils avaient 60 jours pour la résoudre ou la banque commencerait les procédures de saisie immobilière. La troisième chose a été Denise Bernard. Elle a appelé mes parents le 27 décembre. Elle a posé des questions sur la demande de dommages des eaux d'octobre de l'année précédente. Elle a posé des questions sur la facture de système climatique du bois. Elle a posé des questions sur la signature. Ma mère a dit à Denise que j'avais autorisé la demande. Denise a demandé si ma mère avait une documentation écrite de cette autorisation. Ma mère a dit qu'elle la trouverait. Denise a dit qu'elle attendrait. Ma mère n'a pas rappelé. Le 4 janvier, Assurance Patrimoine du Centre a renvoyé la demande à la division de la fraude de la CPR. La division de la fraude a ouvert un dossier. La quatrième chose a été la ligne de crédit hypothécaire. Lorsque l'hypothèque légale a été déposée, la banque qui détenait la ligne de crédit hypothécaire a effectué une nouvelle recherche de titres. La recherche de titres a montré l'hypothèque légale. La banque a gelé la ligne de crédit. Plus aucun tirage. Le bar de Bastien avait tiré 6 000 € par mois de la ligne de crédit hypothécaire pour couvrir les salaires et le loyer. En janvier, il n'y a pas eu de tirage. Bastien a manqué le loyer. Le propriétaire a affiché un avis de 5 jours sur la porte du comptoir des Collines le 9 janvier. Le 14 janvier, le bar était fermé. Le panneau dans la vitrine disait « temporairement fermé ». Ce n'était pas temporaire. La cinquième chose a été la fiducie. Mon avocat a déposé une demande formelle le 28 décembre pour le recouvrement de 75 888 € auprès de Geneviève Dubois, fiduciaire de la fiducie pour l'éducation des enfants Dubois. La demande comprenait un renvoi au parquet de Lyon pour vol de fiducie fiduciaire pour mineurs. Le bureau du procureur a ouvert un dossier préliminaire le 3 janvier. L'avocat de ma mère a appelé mon avocat le 6 janvier. L'avocat de ma mère a dit qu'elle voulait discuter d'un plan de paiement. Mon avocat a dit que le procureur n'était pas intéressé par un plan de paiement. La sixième chose a été le quartier. Le 26 décembre, Irène Duval, l'épouse de Paul, qui vit sur la rue des Ormes depuis 44 ans et qui gère la chasse aux œufs de Pâques annuelle du quartier depuis 1998, a envoyé un seul message à la liste de diffusion de la communauté de la rue des Ormes. Elle a écrit « Pour ceux qui n'étaient pas chez eux la veille de Noël après-midi, sachez que le système de chauffage de Geneviève et Henri Dubois a été légalement retiré par leur fils, Antoine, celui qui l'avait installé gratuitement. Le fonds d'études de leurs enfants, financé par l'assurance vie de leur mère décédée, a été utilisé pour financer le bar de Bastien sur la Nationale 7. Les sacs que Geneviève a donnés à ses enfants le 23 décembre portaient le mot extra écrit au marqueur. La liste de diffusion comptait 71 abonnés. Irène n'a pas fait de commentaires. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le 28 décembre, pas un seul voisin n'avait frappé à la porte de mes parents pour prendre de leurs nouvelles. La chaîne de soutien pour les plats préparés que la rue des Ormes gère pour quiconque est malade, en deuil ou dans le besoin ne s'est pas activée. Personne n'a apporté de plats. Personne n'a apporté de bois de chauffage. Personne n'a apporté de chauffage d'appoint. La rue qui m'avait vu grandir et m'avait vu enterrer ma femme et avait vu Paul déblayer mon allée pendant 19 jours, a regardé les fenêtres sombres de mes parents, et est passé de l'autre côté. La septième chose a été Bastien. Bastien est venu à mon appartement le 11 janvier. Il n'a pas appelé d'abord. Il s'est tenu sur mon pas de porte et a sonné et j'ai ouvert la porte et il portait la même veste que la veille de Noël et elle était toujours ouverte. Il a dit « Antoine, le bar est parti. Sophie a emmené Pierre chez sa sœur. Je n'ai plus rien. Je te demande de laisser tomber l'hypothèque légale. Je ne te demande pas de me pardonner.
Je te demande de me laisser recommencer. Je l'ai regardé. J'ai failli lui dire ce que j'avais trouvé à la page 6 du dossier. La partie sur l'assurance de Chloé, la partie où son bar avait été construit avec l'argent d'une femme décédée destinée à ses enfants. Je ne l'ai pas fait. Je l'avais déjà dit dans l'allée. Il l'avait entendu. Il avait choisi de ne pas l'entendre. C'était son problème. J'ai fermé la porte comme je ferme les portes dans les maisons qui m'importent. Doucement jusqu'au bout. Verrou. Bastien est resté sur le pas de la porte pendant 9 minutes. Mon voisin me l'a dit plus tard. Il n'a plus frappé. La 8e chose s'est produite un dimanche matin à la mi-janvier. Ma mère était seule dans la maison de la rue des Ormes. Mon père était allé chez son frère à Villeurbanne pour regarder le football parce que la maison des Ormes n'avait toujours pas de chauffage central. Seulement 3 chauffages d'appoint et une couverture électrique et une facture de gaz qui avait été réduite de moitié parce qu'il n'y avait pas de chaudière à faire fonctionner. Ma mère était dans la cuisine. Elle était assise à la table que j'avais reconstruite pour elle il y a 2 ans. Elle tenait son téléphone. Le groupe de discussion familiale, celui qu'elle avait géré pendant 9 ans, 38 personnes, était ouvert sur l'écran. Le dernier message dans le chat datait d'il y a 5 jours. Il venait de sa sœur qui avait écrit une ligne. Geneviève, je ne peux pas défendre ce que tu as fait avec l'argent de l'assurance de Chloé. Ne m'appelle pas avant que tu n'aies réparé cela avec ses enfants. Ma mère avait rafraîchi le chat 11 fois ce matin-là. Il n'y avait pas de nouveaux messages. Le chat qui avait été le centre de son monde était silencieux. La cuisine que j'avais rénovée était la seule pièce chaude parce que le chauffage d'appoint était sous la table. Elle était assise dans une cuisine que j'avais construite pour elle dans une maison que j'avais chauffée pour elle à une table que j'avais poncée et teintée pour elle. Seul un dimanche de janvier 100 personnes qui appellent et 100 personnes qui viennent et 100 personnes qui demandent si elle avait besoin de quelque chose parce que la rue qu'il avait connue pendant 40 ans avait lu l'email d'Irène Duval et avait décidé que la femme qui écrivait, extra, sur les sacs. Cadeau des enfants d'une femme décédée n'était pas le genre de voisine qui reçoit un plat préparé. Le matin de Noël dans notre appartement sur l'allée des Bouleaux. Petit sapin dans le coin. Lumière de magasin à 1 euro. Le vrai magasin à 1 euro. Celui où je suis allé exprès parce que les lumières étaient exactement de l'orange que Léa avait demandé. Théo sur le sol en pyjama ouvrant une boîte avec un télescope d'occasion à l'intérieur que j'avais trouvé chez un prêteur sur gage sur l'avenue Victor Hugo pour 35 euros. La lentille était propre. Le trépied était stable. Théo ne savait pas qu'il était d'occasion. Théo s'en fichait. Il l'a pointé vers le plafond et a dit qu'il pouvait voir la lune. Il n'y a pas de lune au plafond, mais il a 6 ans et c'est assez proche. Léa a ouvert son cadeau lentement. Des livres de bibliothèque enveloppés dans du papier journal parce qu'elle m'avait dit un jour qu'elle aimait le bruit que faisait le papier journal quand il se déchirait. Un journal intime avec un cadenas. Un ensemble de crayons de couleur. Les bons, 36 dans une boîte en métal. Elle a aligné les crayons sur le tapis par couleur et n'a rien dit et n'a pas eu besoin de le faire. Paul est passé à 8h15 avec une boîte de roulé à la cannelle que sa femme Irène avait fait à 5h du matin. Il s'est assis sur la coudoir du canapé parce qu'il n'aime pas prendre les bonnes places. Théo lui a montré le télescope. Paul a regardé à travers vers le plafond et a dit, c'est absolument la lune. Théo a dit, je te l'avais dit. Les yeux de Paul étaient humides et il a tourné la tête pour que Théo ne voie pas. Le manteau rouge de Chloé était accroché au crochet près de la porte. La lumière du matin passait par la fenêtre au-dessus de la porte et frappait le col à un angle qui rendait le rouge plus profond qu'il ne l'est habituellement. Léa l'a regardé une fois. Elle ne s'est pas levée et n'y a pas enfoui son visage. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle était assise sur le sol dans un appartement chaud avec un journal intime à cadenas, un père qui ne lui avait pas menti et une boîte de roulé à la cannelle d'un homme qui avait déblayé le râler pendant 19 jours et desserré le bouchon de la thermos parce qu'il savait. De l'autre côté de la ville, sur la rue des Ormes, la maison était à 7 degrés Celsius. Le chauffage d'appoint sous la table de la cuisine fonctionnait. La facture de gaz était de 14 euros pour le mois parce qu'il n'y avait pas de chaudière. L'hypothèque légale était sur le titre. L'enquête d'assurance était ouverte. Le dossier du procureur était actif. Le groupe de discussion familiale n'avait plus que 3 personnes, et aucune d'elles n'avait parlé depuis le 8 janvier. Le bar de Bastien avait un cadenas sur la porte et un avis de 5 jours qui s'enroulait sous la pluie.
Sophie n'avait pas appelé Bastien depuis 6 jours. Pierre était dans un autre département. La sœur de ma mère n'avait pas rappelé. La feuille d'inscription à la chasse aux œufs de Pâques du quartier qu'Irène Duval envoyait chaque 15 janvier n'incluait pas la maison du bois sur le parcours pour la première fois en 31 ans. Sur l'allée des bouleaux, Léa a aligné ses crayons par couleur. Théo a regardé la lune au plafond. Paul a mangé un roulé à la cannelle. Le manteau rouge était accroché au crochet. Le café dans ma main était chaud. L'appartement était chauffé à 20 degrés Celsius par un système que j'avais installé moi-même dans un bâtiment pour lequel je payais un loyer avec l'argent que j'avais gagné en faisant le travail que ma mère appelait « réparer des chaudières ». Et ce travail était honnête et cette chaleur était la mienne. Et ces enfants n'étaient pas des extras. Ils étaient tout. Ils étaient la raison d'être. Ma fille s'appelle Léa. Mon fils s'appelle Théo. Le manteau de leur mère est toujours accroché au crochet. Le café est toujours chaud. La porte est verrouillée. La chaleur est constante. Et personne sur la rue des Ormes n'a frappé à la porte de mes parents depuis 22 jours. Les crayons sont alignés par couleur. Le télescope est pointé vers la lune. Le manteau capte la lumière.